l'homme prétend s'émanciper de tout ordre hétéronome, de ce qu'il n'a pas choisi. Il veut devenir le maître. Dans une logique purement libérale, l'individu doit se débrouiller tout seul. Évidemment, ça ne marche pas. Donc, du point de vue collectif, on va se tourner vers quoi? Vers l'État, puisqu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus les corps professionnels, il n'y a plus les corps provinciaux. On peut considérer que les blocs de granit de la modernité constituaient déjà une forme de déconstruction d'un ordre antérieur. Alors quel est cet ordre, cette construction? Pour répondre à votre question, c'est tout simplement l'ordre des choses tel que le Créateur l'a voulu. Joël Audebert, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'histoire du droit à l'Université d'Angers et nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans Penser la politique, le programme de philosophie politique de Vox. Si nous devions qualifier l'époque dans laquelle nous vivons, nous pourrions aisément dire qu'elle est caractérisée par son incohérence et la grande confusion qui y règne. Et des exemples, nous pouvons malheureusement en voir de nouveau chaque jour. Par exemple, comment peut-on à la fois exalter la liberté individuelle et soutenir un contrôle étatique toujours plus effrayant, comme on a pu le voir, par exemple, pendant la sinistre période de la Covid. Je dis bien la Covid, comme nos académiciens l'ont prescrit. Comment peut-on également lutter pour l'émancipation toujours plus complète de l'individu et considérer en même temps l'homme comme une machine déterminée? Ou encore, nous avons eu il n'y a pas si longtemps le cas de l'affaire Palmade, où on a vu qu'on pouvait à la fois aujourd'hui reconnaître à l'enfant à naître une qualité d'héritier du patrimoine de ses parents, et en même temps, dans ce cas de ce sinistre accident, on a refusé de qualifier la mort de ce bébé d'homicide au motif qu'il n'avait pas vécu un nombre de semaines suffisant, supérieur à la limite autorisant un avortement. Voilà. Et puis dans d'autres cas, cet enfant à naître, on peut le supprimer purement et simplement par l'avortement. Ou encore, comment peut-on allier une tolérance toujours plus bienveillante envers la religion islamique et en même temps défendre des, entre guillemets, progrès sociétaux comme le mariage homosexuel, les droits des personnes transgenres, etc. Et j'en passe. Tant les incohérences de notre société sont toujours plus nombreuses et toujours plus éclatantes. Alors derrière cette vaste entreprise de déconstruction de notre société, derrière toutes ces contradictions, peut-on distinguer un fil rouge, une cohérence idéologique? C'est à cette question que vous avez voulu répondre dans un petit ouvrage que vous avez écrit, publié aux éditions Hora Decima dans la collection Critères et qui est intitulé « Cohérence de la déconstruction ». Alors je mentionne aussi que vous avez écrit d'autres ouvrages comme Le transhumanisme, aboutissement de la révolution anthropologique. Alors avant d'aller vers notre sujet, est-ce que vous pourriez tout simplement nous parler de cette collection Critères que vous dirigez? Alors c'est une collection toute récente qui publie des ouvrages, vous avez montré cet ouvrage, Cohérence de la déconstruction, qui publie des ouvrages de taille réduite, mais d'un contenu dense, puisque les auteurs sont en général des universitaires ou des spécialistes des sujets abordés. Ces ouvrages sont destinés à permettre aux plus jeunes, aux jeunes qui sont soucieux de formation, mais également aux moins jeunes, d'accéder assez facilement à un contenu théorique sérieux sur des sujets qui peuvent être des sujets philosophiques, des sujets anthropologiques, de manière générale à des sujets qui touchent aux politiques, et de pouvoir également passer d'un ouvrage à l'autre. C'est pourquoi il s'agit d'une véritable collection, c'est-à-dire que nous avons des sous-thématiques au sein desquelles des ouvrages déjà publiés et d'autres à publier prochainement vont s'ajouter les uns aux autres et constituer ainsi une sorte de fil directeur. On pourra ainsi passer de l'autorité au bien commun, à l'État, dans le domaine des idéologies et des philosophies
adverses. Eh bien, par exemple, il y a une publication sur Nietzsche, une sur le fascisme, l'idée c'est qu'évidemment, une nouvelle publication renvoie aussi à des publications antérieures, et dans notre esprit, nous songeons, lorsque nous prévoyons de futures publications, à ajouter quelque chose de façon à offrir vraiment un ensemble cohérent et homogène sur le plan intellectuel. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc j'ai ici, je vais le montrer à nos auditeurs, donc cohérence de la déconstruction. Donc comme vous le disiez, c'est à la fois dense et bref, ça fait une soixantaine de pages. Et également, j'en ai deux autres ici, mais il y en a déjà d'autres qui sont parus. Nietzsche ou l'exultation de la transgression par Jean-Marie Vernier, ou encore L'Église hors la loi de Cyril Douneau. Et puis il y a aussi, je crois, donc, par exemple, un opuscule sur l'amitié dans la pensée politique, écrit par Philippe Pichot-Bravard. Et puis et d'autres. Et d'autres encore, et d'autres à venir. Donc nous encourageons bien sûr tous nos auditeurs à aller se renseigner, acquérir les livres de cette collection et surtout, évidemment, les lire. Alors, je vais partir des termes que vous utilisez dans le titre de cet ouvrage, cohérence de la déconstruction, et notamment du mot déconstruction. Puisque vous parlez de déconstruction, c'est qu'il y avait un édifice à déconstruire, à démolir. Quelle est cette construction? Quel est cet édifice? Et en quoi consiste cette déconstruction dont vous parlez? Il est vrai que lorsque, aujourd'hui, dans les journaux, sous la plume d'intellectuels réputés, lorsqu'on parle de déconstruction, on songe prioritairement à l'époque actuelle post-moderne, par opposition à la modernité, qui aurait été une modernité solide, constructiviste, ce qui d'ailleurs à certains égards est tout à fait exact. Mais en réalité, il y a une continuité entre la modernité et la post-modernité, mais par d'autres moyens. Et c'est à partir de là que commence cette entreprise de déconstruction, et entreprise qui commence logiquement avant tout dans le domaine intellectuel, et qui après va évidemment atteindre toutes les strates de la société et aboutir à ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai parlé de cohérence de la déconstruction, et cette déconstruction, c'est la déconstruction de l'ordre et des choses telles que je viens de le présenter. Alors votre ouvrage commence par une sorte d'état des lieux de la confusion actuelle. Vous parlez du règne de la confusion, et cette confusion, nous la voyons à différents niveaux, et vous dégagez 4 domaines où elle s'exprime de façon vraiment flagrante, et tout d'abord celui du rapport entre l'individu, l'État, la communauté, du rapport entre liberté individuelle et société. Alors comment peut-on articuler, combiner l'exaltation de la liberté individuelle d'une part, et de l'autre, comme je le disais en introduction, ce contrôle étatique toujours plus fort? Alors, il est vrai que cela peut paraître curieux de commencer par énoncer l'idée d'une confusion dans un ouvrage qui traite de la cohérence de la déconstruction. Mais il n'y a pas de contradiction dans mon propos. Le constat d'une confusion est destiné à montrer que, au-delà de la variété des points de vue que l'on peut entendre aujourd'hui, tout comme au XXe ou au XIXe siècle, il y a évidemment un fil directeur, c'est ça, hein, qui est mis en avant dans l'idée de cohérence. Mais s'il y a une cohérence dans l'œuvre de déconstruction, cela n'empêche pas que dans ce qui est proposé, on a évidemment des contradictions tout à fait frappantes. Alors, l'exemple du rapport entre l'individu et l'État est évidemment tout à fait une manifestation tout à fait visible de ces contradictions apparentes. Pourquoi apparentes? Je pense que Tocqueville l'a bien montré, que je cite d'ailleurs dans cet ouvrage, fait partie des bons éléments de Tocqueville, et qu'il a parfois des fulgurances et des analyses très, très justes sur ce qui peut arriver. Et il fait remarquer que finalement, il dit « je vois » pour l'avenir, il écrit ça au milieu du XIXe siècle,
une société dans laquelle les individus vont se replier sur eux-mêmes. C'est la conséquence de l'individualisme. Et attendre de plus en plus une protection de la part d'un État tutélaire. Ça veut dire que, à ses yeux, l'individualisme va donner naissance à un contrôle étatique de plus en plus fort. Et c'est tout à fait juste. D'ailleurs, il suffit de regarder l'histoire politique et sociale du XIXe siècle. La Révolution a cassé, a détruit toutes les structures corporatives, administratives de l'Ancien Régime, les communautés d'habitants, et tous les services que rendaient ces structures. Il faut bien que ces services soient assurés. Bon, ils vont être assurés par qui? Dans une logique purement libérale, l'individu doit se débrouiller tout seul. Évidemment, ça ne marche pas. Donc, du point de vue collectif, on va se tourner vers quoi? Vers l'État, puisqu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus les corps professionnels, il n'y a plus les corps provinciaux, il n'y a plus les institutions intermédiaires qui se situaient entre le simple citoyen ou sujet et puis le pouvoir politique. Voilà. Donc, l'exemple que vous avez donné de l'épisode de la Covid est évidemment exemplaire. Les citoyens attendent de l'État une protection, à commencer par la santé. La santé a remplacé le salut dans une société totalement sécularisée. Alors, je trouve que cette affaire était tout à fait emblématique aussi de la faiblesse, de la légitimité du pouvoir contemporain. Quand M. Macron a dit « c'est une guerre », on mène une guerre. Non, c'est pas une guerre. Simplement, on mène une guerre. Pourquoi? Parce que le pouvoir politique lui-même considère qu'il joue sa légitimité dans sa capacité à protéger les citoyens contre un mal qui pourtant est assez éloigné des terribles fléaux que l'Europe a connus à l'époque médiévale, par exemple. Bon, mais cette affaire de la Covid est évidemment exemplaire de ce repli individuel, de cette peur de la mort, peur de la maladie, et on attend de l'État une protection. Tout comme aujourd'hui, on attend toujours une réaction, une protection de l'État quand il y a une catastrophe naturelle, comme si c'était l'État qui a été responsable de celle-ci. Voilà. Donc ce rapport entre individualisme et étatisme est finalement une constante de l'histoire politique des 2 derniers siècles. Et j'ajoute que, finalement, qu'est-ce qui distingue fondamentalement un libéral pur et d'un socialiste? C'est qu'il se distingue sur la manière d'envisager l'émancipation de l'homme. C'est-à-dire que pour l'un, cette émancipation doit être faite de l'individu lui-même, qui est maître de sa propre destinée. Pour l'autre, cette émancipation va se faire collectivement par l'action de l'État. Mais l'objectif final est le même. Oui, c'est ça. C'est à la fois l'État nounou et l'État tyran, comme on entend parfois, et qui parvient cette métaphore guerrière, il la réutilise maintenant. Oui, mais c'est ce qu'on peut dire déjà chez Thomas Hobbes. La conception d'un état de nature où l'homme est un loup pour l'homme entraîne nécessairement la création d'un État qui soit capable de maîtriser des individus qui restent profondément égoïstes. C'est la logique de Hobbes, d'où le Léviathan. Voilà. Pour protéger les libertés individuelles et les espaces privés, et donc protéger la logique individualiste et libérale, il faut un État fort. Voilà, c'est Hobbes l'a très bien explicité dans le Léviathan. Alors vous soulevez un autre paradoxe, toujours dans cette idée de faire l'état des lieux de cette grande confusion, celui d'une société toujours plus inclusive, mais qui, dans cette volonté d'accepter tout le monde, refuse paradoxalement de transmettre l'héritage que nous avons reçu de nos ancêtres. Et vous insistez notamment sur la confusion qui règne dans le langage et sur l'importance de certains néologismes, comme ce mot que j'ai utilisé tout à l'heure, inclusion. Alors en quoi, selon vous, ces néologismes, ou du moins ces glissements du sens de certains mots, influencent-ils en même temps qu'ils révèlent la décomposition du politique ? Alors, un néologisme, le plus souvent,
signifie l'apparition de quelque chose de nouveau. Voilà. Si on trouve nécessaire d'employer un nouveau terme, c'est que ce terme nouveau va désigner quelque chose qui n'était pas désigné convenablement auparavant, ou du moins dont on veut changer la perception. Et ça, Orwell l'a très bien explicité dans 1984, évidemment, dans le combat politique, le combat sémantique est premier. Voilà, il faut gagner le combat sémantique pour imposer sa propre vision des choses, ça veut dire pour placer le public ou l'adversaire sur le terrain que l'on a choisi. Alors, je donne une illustration dans l'ouvrage, c'est l'emploi du qualificatif de sociétal. Bon, pour désigner quoi? Des questions qui en réalité sont anthropologiques, qui touchent à l'homme, qui touchent à la vie, qui touchent au mariage, qui touchent à la mort, on le voit avec l'euthanasie. Mais en désignant ces questions de sociétal, on les transfère de la nature humaine que l'on rejette au domaine de la société. Et par conséquent, on donne une compétence au pouvoir politique sur ces sujets qui auparavant s'imposaient à lui. C'était le respect de la vie, du mariage composé, fondé sur l'union d'un homme et d'une femme. Bon, le qualificatif sociétal, on le voit, n'est donc pas innocent du tout. Si on accepte ce terme-là pour les sujets que j'ai évoqués, on se situe déjà sur le terrain du relativisme le plus complet et de la négation de l'idée d'une nature humaine. Voilà, c'est pour ça qu'évidemment, la question du langage est politiquement centrale. Alors, je vais peut-être revenir également à la premier élément que vous évoquiez, mais il m'échappe un peu, si vous pouviez juste me le rappeler. Oui, bien sûr. Oui. Je vous parlais au début de le paradoxe entre l'inclusion, voilà, sa volonté d'accepter tout le monde, et en même temps la refusion, le refus oui, de transmettre l'héritage. Le mot inclusion est évidemment là aussi un néologisme qui a un contenu conceptuel très, très fort, tout à fait révélateur, qu'on nous parle d'inclusion, alors que dans le même temps, à l'égard des populations étrangères qui vivent sur le sol français, on a abandonné toute politique d'intégration. Ça veut dire que l'inclusion dont on parle aujourd'hui, c'est inclure dans quoi? Bien, dans un espace qui n'a rien de commun. Voilà, c'est ça le sens du mot inclusion. Qu'il soit employé d'ailleurs dans le domaine politique ou dans d'autres domaines. Mais c'est tout à fait frappant. Ça veut dire qu'on va accepter tous les individus, quel que soit leur mode de vie, quelle que soit leur pensée, quelle que soit la manière dont ils envisagent leur propre fin, quelle que soit aussi la manière dont ils envisagent leur dignité, puisque maintenant la notion de dignité est évidemment laissée à l'appréciation de chacun. Vous savez, la notion d'égalité aujourd'hui, par exemple, elle subit une évolution, une subversion. Bon, il y avait déjà une subversion au XVIIIe siècle, mais qui n'a fait que s'accentuer. Mais au XVIIIe siècle, la notion d'égalité était fondée sur l'idée d'une nature commune. C'était au moins l'élément juste qu'on pouvait trouver. Aujourd'hui, la notion d'égalité, elle n'est plus fondée sur l'idée d'une nature commune. Elle est fondée sur elle suppose l'égale reconnaissance de toutes les pratiques que les individus décident pour eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que la notion de nature humaine, ici, eh bien, elle disparaît. Elle disparaît au profit du libre choix le plus complet laissé à chacun de déterminer son existence. Et donc, l'inclusion, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez décider de votre existence, vous pouvez décider du mode de vie que vous voulez mener, on vous intègre tel quel, mais on n'impose aucun commun. D'où l'idée que, le constat de Pierre Manant, ce qu'on voit aujourd'hui n'a jamais existé, ça veut dire fonder une société sur une absence de commun. Voilà. Il dit, nous sommes probablement les seuls, et nous resterons vraisemblablement les seuls à avoir prétendu fonder une société sur une absence de commun, puisque justement, cette absence de commun, c'est du vide. Voilà. Et ce vide va supposer, pour faire respecter le libre choix de chacun, eh bien,
l'intervention de l'État, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la multiplication des condamnations pénales, puisque les divers lobbies qui protègent justement les choix individuels de mener tel ou tel style de vie, eh bien ces lobbies ont la gâchette judiciaire facile. Hein. Et à chaque fois qu'une loi qui remet en cause un élément clé de la nature humaine est votée et présentée comme un progrès, dans le même temps, des associations sont autorisées à mener des actions judiciaires pour condamner ceux qui oseraient faire preuve d'une quelconque phobie à l'égard de telles pratiques. Et comme vous le dites très bien, et on reviendra sur cette question du totalitarisme, mais c'est justement cette absence de commun qui oblige l'État, pour tenir un petit peu tous ces éléments ensemble, à avoir une main de fer, puisque les différents éléments de la société sont complètement disloqués les uns par rapport aux autres. C'est ça. Alors beaucoup de choses ont été écrites, tout à fait intéressantes, sur l'État post-moderne, opposé à l'État jupitérien de l'époque moderne. Il y a des choses très, très justes. Il y a une évolution, une mutation, mais pour autant, cet État est omniprésent. C'est pourquoi notre époque contemporaine, qu'on dit ultra-libertaire, ce qui est vrai, est également ultra-étatiste. Alors, paradoxe plus profond encore que vous soulevez, celui d'une société qui se veut laïque, autoréférente, sans transcendance, fondée sur une neutralité axiologique et qui en même temps se veut la source de valeurs morales auxquelles tous doivent adhérer. Pourtant, je pensais que notre société moderne, laïque, et notre République française en particulier, était neutre. Elle n'a jamais été neutre. Elle n'a jamais été neutre. La laïcité française, laïcité qu'on appelle à la française d'ailleurs, n'a jamais été une neutralité. Elle est neutre dans la mesure où elle place toutes les religions classiques, si on veut, sur un pied d'égalité. On le voit aujourd'hui lorsque... même si on voit qu'il y a un certain nombre d'actes terroristes commis par les gens qui appartiennent de manière assez claire tout de même à une religion précise, pour autant il est hors de question de favoriser une autre religion par rapport à celle-là ou de défavoriser l'une par rapport à d'autres, parce qu'elles sont nécessairement sur un strict plan d'égalité. Voilà le sens de la neutralité républicaine. En revanche, il n'y a pas de neutralité républicaine au sujet des valeurs qui sont promues. C'est-à-dire qu'effectivement, nous parlons aujourd'hui beaucoup des valeurs de la République. La question est, de quel droit un système politique peut-il produire des valeurs ? S'il produit des valeurs morales, c'est que par définition, il n'est pas un régime politique. Et c'est la grande question de la République moderne, qu'il faut distinguer de la question du régime, gouvernement d'un seul, d'une minorité, du plus grand nombre. Ça, depuis l'Antiquité, ces régimes ont toujours existé. Là, nous avons un régime qui, effectivement, est un régime qui a une prétention, j'allais dire religieuse, je vais dire religieuse, puisque Rousseau, il ne faut quand même pas l'oublier, les décennies qui précèdent la Révolution, dans le contrat social, a énoncé l'idée d'une religion civile. Le mot est employé, l'expression est employée, religion civile. Et cette idée de religion civile, c'est celle qu'on retrouve, bien sûr, dans la loi de laïcité de 1905. Et tout au long du XIXe siècle, cette idée religieuse est omniprésente. Omniprésente, que ce soit chez les positivistes, chez les monistes, les matérialistes de toutes sortes, religion de l'humanité, religion du progrès, religion républicaine. Voilà. Le mot est employé par Ferdinand Buisson, l'un des maîtres d'œuvre de la loi de 1905, a écrit un petit livre qui s'intitule « La religion laïque ». Voilà. Donc, non, la République française, à partir du moment où elle prétend engendrer des valeurs qui lui sont propres, ça veut dire que par définition, elle n'est pas un régime politique. J'ai parlé au tout début de cet entretien de l'affaire Palmade, tout à fait à dessein, puisque c'est un des exemples que vous utilisez, pour montrer comment notre société
a également perdu tout repère anthropologique. Et là encore, comment une société qui est fondée sur une exaltation de l'homme et de l'individu peut-elle aboutir à de telles aberrations sur le plan anthropologique? Bien parce que tout simplement le sens de l'homme a disparu. Il est en train de disparaître et ce phénomène ne fait que s'accroître. Lorsqu'on parle du libre choix, c'est pas du libre choix de l'enfant, hein, très clairement. Et je trouve assez frappant, et moi-même de nombreux enfants, souvent je les regarde et je me dis quand je pense que eh bien, ma femme et moi nous avons eu droit de vie et de mort sur eux finalement. C'est ça, c'est la réalité. Hein. Droit de vie et de mort sur les enfants conçus. Et je me dis aussi, mais pourquoi eux vivent-ils, ont-ils cette chance de vivre alors que d'autres n'ont pas eu cette chance alors qu'ils avaient été conçus également. C'est-à-dire qu'on soumet la valeur d'une vie à la volonté d'autrui. Hein. Et là, après, le nombre de semaines, c'est purement arbitraire. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, on en arrivera, ce que souhaitent certains, à la reconnaissance de l'infanticide, évidemment, sur des enfants déjà nés. Voilà. Alors, en même temps, alors, on voit ça, et en même temps, il y a des aides, des aménagements multiples pour les handicapés. Alors, à côté de ça, on sait que 95% des bébés diagnostiqués trisomiques, voilà, eh bien, font l'objet d'un avortement. Voilà. Donc on a une logique eugénique officielle, en tout cas reconnue de fait, et en même temps, eh bien, des aménagements multiples, que ce soit des places de parking, des rampes pour les handicapés. C'est parfaitement contradictoire. Ce qu'il y a, en revanche, de non contradictoire, c'est le libre choix. Mais le libre choix de qui? Systématiquement, c'est le libre choix des adultes. Ah, des hommes en bonne santé, qui vont permettre à d'autres de pouvoir vivre ou non, etc. Voilà, c'est cette notion de libre choix. Et en fait, le libre choix, aujourd'hui, est devenu, sur le plan idéologique, un élément majeur qui a remplacé les choix politiques collectifs, comme on le voit dans le cadre du marxisme ou du national-socialisme. Mais c'est le principal marqueur idéologique qui, en fait, justifie toute une série de, pourquoi pas, de liquidations, de condamnations. Voilà. Alors on a jusqu'à maintenant beaucoup parlé de confusion et de contradiction, mais justement votre thèse dans votre ouvrage, c'est que derrière ces confusions et ces contradictions apparentes, réelles tout de même, mais disons que c'est l'écume des choses, derrière tout ça, il y a un socle idéologique commun. Alors ce socle, quel est-il ? Alors il y a un socle, c'est l'idée d'émancipation. L'homme prétend s'émanciper de tout ordre hétéronome, de ce qu'il n'a pas choisi. Il veut devenir le maître. C'est pour ça que ce libéralisme initial, cet individualisme qui est au cœur de la modernité, s'appuie immédiatement sur la science. Par la science, l'homme va parvenir à la maîtrise de la nature. Et en parvenant à la maîtrise de la nature, il pourra la dominer et l'utiliser à son profit. Et à son profit, c'est plus en vue du salut, c'est en vue d'une meilleure installation sur Terre, voilà, pour pouvoir vivre confortablement. Et il est assez logique qu'on puisse voir l'apparition de la société industrielle dans la continuité même de cette volonté d'émancipation et de domination. L'homme prétend s'émanciper et devenir maître. Cependant, et c'est tout le paradoxe, en prétendant devenir maître des lois de la nature, il estime qu'il y est soumis, et le matérialisme dominant de manière très explicite
dans la philosophie des Lumières, mais déjà au XVIIe siècle chez certains philosophes, fait que l'homme, finalement, n'est qu'une entité vivante parmi d'autres, un organisme, et il est soumis aux lois mécaniques de l'univers. Alors, c'est cela qui constitue, on va dire, le socle de la modernité qu'on retrouve tout au long des 19e, 20e siècles et aussi en notre temps. C'est que d'un côté, on prétend que l'individu est totalement maître et qu'il doit même aller jusqu'à s'émanciper, s'il le faut, de son écorce biologique, c'est ce qu'on peut voir dans le transhumanisme. Ce qu'on voit aussi avec l'idée que l'homme est maître de choisir d'être homme ou femme, de choisir son prénom, etc. Et dans le même temps, eh bien, il est une pure matière qui n'a pas de libre arbitre, qui n'a donc pas de liberté, qui n'a pas d'esprit, bien sûr, qui n'a pas d'âme. Et cette opposition entre l'individualisme et le matérialisme explique en réalité tous les conflits idéologiques des 2 derniers siècles. Depuis la grande rupture de 1789, on a quand même un certain nombre de penseurs qui ont voulu s'opposer aux grands principes de 89 et notamment à leur côté idéaliste. Et vous remarquez que malgré tout, un certain nombre de ces penseurs adhéraient à une forme de progressisme ou bien à la foi dans la science ou à une forme de matérialisme. Vous citez Renan, vous citez Auguste Comte, dont on sait que Maurras fut un disciple. Vous parlez aussi de Maurice Barrès. Certaines de ces figures sont parfois, parfois à juste titre, admirées dans les milieux plutôt de droite. Pourquoi, d'une certaine façon, ces penseurs participent-ils aussi au processus révolutionnaire ? Alors, le jugement intellectuel qui est porté ne remet pas en cause certains combats politiques qui ont pu être menés à juste titre par les uns ou par les autres, au même titre que le positivisme a apporté des éléments tout à fait intéressants dans la critique de la Révolution française, c'est-à-dire la critique surtout de l'homme abstrait, de cet homme abstrait qui n'existe pas, etc. Pour autant, il faut faire très attention parce que la pensée du XIXe siècle est empreinte de naturalisme. Et quand je dis naturalisme, je renvoie justement à une conception de la nature qui n'a plus rien à voir avec la conception classique. Et on entend par nature tout simplement les lois physiques qui expliquent le fonctionnement. Voilà, on ne se préoccupe plus du pourquoi, du comment ça marche. Et tout le naturalisme du XIXe siècle se situe dans cette logique, y compris le positivisme. Parce que le positivisme de Comte consiste en quoi ? À dire, nous rejetons les principes religieux, le surnaturel qui dominait l'ancien temps. Nous rejetons aussi les grands principes métaphysiques de liberté, de droits de l'homme du XVIIIe siècle. Et nous disons maintenant, eh bien, nous allons nous concentrer sur, évidemment, la compréhension, la connaissance des lois du fonctionnement des sociétés, etc. C'est en fait l'application tout simplement de la méthode expérimentale au profit du politique et de la société. C'est pour ça qu'Auguste Comte initie la sociologie moderne aussi. Bon, et Auguste Comte, très clairement, prétend dépasser le XVIIIe siècle. Comme le dit un auteur récent qui a beaucoup travaillé sur le positivisme, Auguste Comte est anti-révolutionnaire, c'est-à-dire anti-principe du 89, parce qu'il est ultra-révolutionnaire. Il veut aller plus loin. Voilà. Il veut aller plus loin. Et donc, il prétend d'ailleurs fonder une nouvelle religion. Il veut débarrasser définitivement le monde de toutes les conceptions religieuses monothéistes, à commencer par le catholicisme. Donc il crée une religion positiviste, il y a même eu un baptême positiviste, j'ai découvert ça, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé concrètement, mais le parrain c'était Littré. Littré était le premier parrain, le parrain du premier baptême
positiviste, mais cette religion positiviste, elle a des prêtres, il y a des sacrements, des dogmes. Bon, donc on voit que le positivisme, aux yeux de son initiateur, n'est absolument pas un retour à des principes prémodernes, un retour à la philosophie classique, en aucun cas. Il s'agit d'aller plus loin, au-delà des principes du XVIIIe siècle, pour donc poursuivre finalement l'œuvre révolutionnaire engagée. Voilà. Alors, le positivisme a il a eu une influence considérable tout au long du XIXe siècle, et la philosophie, l'anthropologie des Lumières est omniprésente. La conception de Barrès, que défend Barrès de la nation n'est pas bonne du tout. On baigne dans un déterminisme physiologique. Voilà. C'est pas la terre des pères, c'est la terre. C'est comme si on tirait notre force de la terre, comme si nous étions des plantes, et quand on se déplace, quand on prend l'avion, il faudrait qu'on ait une bassine en mettant le terreau de notre jardin avec un peu d'eau pour... Ben non, c'est pas ça. Hein. Et c'est insuffisant. Il y a une pensée atrophiée de l'homme. Ça n'empêche que Barrès a des choses intéressantes. Mais concrètement, on ne peut pas s'appuyer sur une telle, sur le fondement intellectuel d'un Barrès. C'est pas possible. Alors, Maurras est un auteur qui en même temps subit la dominante positiviste et biologique qui caractérise le XIXe siècle, mais en même temps il en est conscient. Il suffit de relire dans Mes idées politiques un chapitre qui s'intitule Biologie et politique, qui est très instructif parce qu'il dit bah oui, on voit bien que en fait la biologie a fourni l'essentiel des armes de la lutte contre l'abstraction révolutionnaire. Et il dit en fait il y a toute une série de conceptions qui vont jusqu'à l'identification de l'homme avec une plante ou un animal. Et lui ne reprend pas ça. Et pour autant, quand on lit d'autres passages de Maurras, et même dans ce même livre, on voit qu'il présente la politique comme une physique. La politique, c'est pas une physique. Ou alors, il envisage la morale comme une force. C'est une force quasi biologique. Non, les vices et les vertus ne sont pas des forces biologiques. Vous voyez, donc on voit très bien la prégnance de cette influence. Et c'est pour ça que, après tout homme est de son temps, et qu'il y a des gens qui essayent de réagir contre telle ou telle chose, mais ils utilisent les armes qui sont à leur disposition. Et on peut observer que Léon XIII a bien fait de relancer le thomisme à la fin du XIXe. C'était une nécessité. Oui, ces penseurs restent un petit peu enfermés finalement. Ils se placent sur un terrain, ils utilisent des outils qui font qu'ils restent enfermés dans les références de la modernité. Exactement. C'est pour ça que le nationalisme tel qu'il apparaît à la fin du XIXe siècle, à certains égards, a des fondements qui sont évidemment discutables, bien sûr. Hein. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que quand on passe à l'analyse des partis, des mouvements, des hommes engagés, tout est à jeter, loin de là. Je ne me situe pas sur le même plan. En revanche, il faut peut-être profiter du fait que aujourd'hui, tout s'est un peu effondré pour essayer de refonder sur des bases correctes. Et je pense qu'on a tout intérêt à se débarrasser clairement de tout le naturalisme du XIXe siècle, en particulier du positivisme. Mais qui, encore une fois, le positivisme a aussi des éléments intéressants. Mais c'est insuffisant. Il manque une dimension. Et quand il manque une dimension, on ne peut pas avoir une vision claire de l'homme et de la société. C'est pas possible. Sur un autre plan, un autre auteur sur lequel j'aurais aimé vous entendre, c'est Nietzsche, autre auteur très admiré, qui a eu une postérité, une influence considérable sur tout un tas de courants divers et variés. Et vous pointez la responsabilité intellectuelle de Nietzsche en raison de son influence sur de nombreux courants révolutionnaires. Alors, sujet très très vaste, mais en quelques mots, en quoi la pensée nietzschéenne participe-t-elle de ce vaste mouvement de déconstruction ? Alors, Nietzsche, tout d'abord, il fonde sa conception de l'homme sur le biologisme. La conception de la puissance est tirée d'une interprétation de
que ce qu'il croit voir chez les animaux, ça veut dire l'instinct de domination. D'ailleurs, c'est pas toujours exact. Enfin, son analyse, même plus loin biologique, n'est pas exacte. Mais enfin, il tire cette volonté de puissance qui caractériserait la vie de la biologie dominante de son temps. Voilà. Alors, idée de déconstruction, enfin, en quoi est-il évidemment lié à cette idée de déconstruction? C'est que Nietzsche est un anti-catholique virulent. Alors, on le présente souvent comme un anti-moderne. En fait, sa pensée est résolument moderne, pour la raison que je viens de donner. C'est-à-dire que son anthropologie est fondée sur les théories biologiques et vitalistes qui dominent la seconde moitié du XIXe siècle. Il faut lire l'Antéchrist, c'est pas très long pour se rendre compte de la virulence du rejet du christianisme. Le christianisme, c'est le vice, il l'écrit, c'est le vice. Voilà. Pourquoi? Parce que le christianisme engendre la pitié. Voilà. Bon. Donc on perçoit très bien les dangers de la pensée de Nietzsche s'il est repris par des courants qui aujourd'hui prétendent s'opposer à l'homme médiocre, consumériste, qui se soucie de son simple confort. Mais si c'est pour s'appuyer sur la pensée de Nietzsche, ce n'est pas mieux. Et on a vu d'ailleurs au XXe siècle, quand même des courants politiques qui se sont inspirés de Nietzsche et qui étaient de manière virulente anti-chrétiens et qui ont mené des politiques qui ne valaient pas mieux que la politique libérale, ou même pire à certains égards. Nietzsche est une référence majeure du national-socialisme, et c'est une référence aussi du fascisme. Bon. Donc c'est un auteur qu'il faut connaître et dont il faut bien comprendre évidemment les éléments négatifs et son erreur dans la conception de l'homme, dans la conception de la morale. La morale est pour lui finalement une construction des faibles. Parce que l'homme supérieur n'en a pas besoin. Je pense qu'il y aurait beaucoup à écrire d'ailleurs sur la notion de péché originel, le rejet du péché originel dans un bon nombre de courants politiques modernes. Alfred Rosenberg, par exemple, qui est l'un des grands théoriciens, si ce n'est le grand théoricien du national-socialisme, dit de manière explicite que un peuple au caractère racial intact ne peut pas accepter l'idée de péché originel. Pourquoi? Parce que qui dit péché originel dit qu'il faut un sauveur. Donc il faut la grâce. Un arien ne peut pas accepter ça, il est son propre sauveur. Bon, mais sincèrement, une idée comme celle-ci, c'est celle qui domine dans la rue, aujourd'hui. Alors évidemment, sous une forme différente, mais pourquoi un sauveur? Pas de péché originel. Je suis un être totalement maître de moi-même, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être sauvé. Alors évidemment, notre comme Nietzsche va beaucoup plus loin parce qu'il y a les surhommes, ces hommes supérieurs qui, eux, évidemment, subissent cette loi morale qui est imposée par les faibles. Mais cette conception de la morale que défend Nietzsche est parfaitement inacceptable. Vous avez là évoqué l'influence de Nietzsche sur le nazisme, sur le fascisme, et justement la modernité et toute cette déconstruction progressive a débouché au XXe siècle sur un nouveau type de régime jamais vu, propre à notre modernité, le totalitarisme. Alors précisément, en quoi ce type de régime est-il nouveau, inédit? Et est-ce qu'on peut vraiment rassembler tous les totalitarismes du XXe siècle sous une bannière idéologique commune? C'est quelque chose souvent qui est très très discuté. Alors, le fait de considérer qu'il existe un concept générique de totalitarisme ne veut pas dire que tous les régimes que l'on va ranger dans cette catégorie promeuvent la même idéologie. Attention, ce sont des idéologies distinctes, mais on va considérer qu'il y a des points communs qui peuvent résulter de l'idéologie, je vais revenir, mais qui peuvent résulter aussi du fonctionnement du régime, et puis également de la finalité. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des néologismes. Le néologisme totalitarisme est une parfaite illustration de l'apparition d'un mot, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Voilà.
Là, il ne s'agit pas de modifier la perception de quelque chose qui auparavant était rattaché à un domaine philosophique, anthropologique, etc. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Bon, ceux qui ont travaillé sur le XXe siècle s'accordent là-dessus. Hannah Arendt, la première, a dit que quand on étudie les classifications des régimes politiques jusqu'à Montesquieu, on ne trouve rien qui donne une définition convenable de ce qui existe au XXe siècle. Donc c'est nouveau. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est d'abord le poids de l'idéologie. C'est-à-dire que nous avons des constructions scientifiques, ce sont des politiques scientifiques qui sont menées. N'oubliez pas qu'on parle de socialisme scientifique pour qualifier le marxisme. Et donc le communisme le communisme prétend appliquer le système de Marx qui se veut scientifique. Le national-socialisme est scientifique. La supériorité de la race aryenne se veut, pour évidemment les défenseurs du régime, scientifique. Voilà, donc ce sont des logiques scientifiques. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, justement, c'est qu'on voit très bien que ces idéologies sortent du XIXe siècle, du scientisme du XIXe siècle, qui lui-même se voulait une réaction contre l'idée d'un individu abstrait avec ses droits, etc. Et donc, c'est une réaction révolutionnaire contre certains aspects du phénomène révolutionnaire, mais certains aspects qui dominent en 1789. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en réalité, on est dans le même moule intellectuel. Et que, ce que j'ai écrit dans l'ouvrage, les régimes qui s'opposent au milieu du XXe siècle sont en fait viennent du même moule et ce sont tous des régimes sans Dieu. C'est quand même aussi l'une des grandes caractéristiques des régimes totalitaires. Ce qu'ont bien soulevé aussi bien Hannah Arendt qu'Emilio Gentile et beaucoup d'autres, c'est que ce sont des religions politiques. Justement, on a évoqué tout à l'heure la République. C'est un phénomène moderne qui rappelle à certains égards l'Antiquité, puisque dans l'Antiquité, nous avions des religions de la cité, mais il y avait des dieux qui, malgré tout, étaient au-dessus. C'était les dieux de la cité. Les religions politiques modernes, c'est la société elle-même qui se sacralise. Ce ne sont pas des dieux extérieurs, il n'y a pas de transcendance, une sorte d'immanence. Ce sont des religions intramondaines, comme dit Eric Voegelin. Voilà, c'est ce qui caractérise ces idéologies totalitaires. Alors, l'idée de religion politique n'est pas propre au totalitarisme, c'est propre à la modernité, justement. Et vous avez de très bonnes études d'Emilio Gentile qui le montrent, qui évoque le principe de religion civile depuis la Révolution française jusqu'au régime totalitaire. Voilà. Donc c'est quelque chose de profondément moderne. Nous avons donc, comme vous l'avez dit, des forces révolutionnaires qui s'opposent à d'autres forces révolutionnaires. De ce point de vue, vous citez un écrivain qui s'appelle Theodor Hecker, dont j'aimerais que vous nous disiez quelques mots juste après. Je vais reprendre cette citation puisqu'elle exprime parfaitement ce dont vous venez de parler. Il disait « C'est précisément la loi inamovible de ce monde que le mal soit combattu par le mal, le diable chassé par Belzébuth. Et aussi longtemps que cela n'aura pas changé, le christianisme n'aura pas triomphé. » Ça correspond tout à fait à ce que vous venez de décrire. Et ça m'intéresse de faire remarquer que vous terminez, enfin pas tout à fait vous terminez, mais du moins vous poursuivez cette réflexion sur la déconstruction avec cet auteur catholique, avec des références religieuses finalement, puisque vous allez aussi citer l'encyclique Quas Primas de Pie XI ou encore le livre de la Genèse. Alors, il y a plusieurs questions dans ma question, si je puis dire, mais est-ce que d'abord vous pouvez présenter un petit peu rapidement Theodor Hecker, parce que je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs le connaissent. Alors, il est connu en France surtout pour un ouvrage qui s'intitule « Virgile, père de l'Occident ». Que ceux qui apprécient la littérature connaissent peut-être. Voilà, Virgile, père de l'Occident. Il faut lire l'introduction parce que l'ouvrage est écrit au moment de la montée du national-socialisme et il évoque le type virgilien pour justement distinguer. On voit qu'il critique cette pratique en son temps de dénoncer le type arien, le type ceci, etc.
Et lui, donc, il présente le type virgilien, qui n'est pas un type physique, justement. Alors, vous voyez, je ne connais pas tant que ça, mais j'ai découvert un livre tout à fait passionnant, c'est son journal. C'est son journal parce qu'il a été interdit de publication et d'intervention publique, orale, sous le régime national-socialiste, subissant régulièrement des visites de la Gestapo. Et sa critique est catholique. Sa critique du national-socialisme, pas du tout libéral, pas du tout communiste, elle est catholique. Voilà. Et vous avez, en plus, dans ce journal, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, pas mal d'allusions à des faits, des événements, évidemment, que lui vit au jour le jour, parfois des réactions à des discours de Goebbels, Hitler et d'autres. Et bon, c'est très instructif. Quand on sait en plus qu'il écrit ça caché, mais il a très bien perçu l'essence même du national-socialisme, qui est là aussi une révolte contre Dieu, quoi. Voilà. Il dit bien que le national-socialisme se veut la nouvelle religion du peuple allemand. Voilà. Alors, ce que j'apprécie beaucoup dans la citation que vous avez reprise, c'est que là, il faut toujours faire attention quand on condamne une idéologie, quelle qu'elle soit, à ne pas, dans le même temps, promouvoir d'autres idéologies qui, en réalité, ne valent pas mieux. J'aime beaucoup cette idée de Satan chasse Belzébuth. C'est pourquoi il faut être très rigoureux sur les principes que l'on défend pour pouvoir discerner au mieux quelle position concrète choisir dans un contexte politique précis. C'est pour ça que Haeckel est un auteur intéressant à lire. Donc je crois que l'unique édition de son journal date des années 1950, publiée après sa mort bien sûr, mais c'est la seule édition française. Ça vaudrait peut-être la peine que quelqu'un se lance dans la réédition de ce livre. Alors Satan chasse Belzébuth, le mal chasse le mal, et finalement le sens de ces références religieuses que vous mobilisez, c'est qu'il n'y a que le christianisme qui pourra chasser Satan, Belzébuth et tous les autres démons des idéologies. Et alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir que tous les penseurs, tous les intellectuels qui sont à l'origine des idéologies dont nous venons de parler, sont de manière radicale anti-chrétiens, et plus précisément anti-catholiques. Ça m'a frappé en lisant Auguste Comte. C'est pas tellement mis en avant, pas tellement connu, mais quand on lit Auguste Comte, ça vaut quand même la peine de le lire. Lire son catéchisme positiviste, tout est dans le titre. Hein. Vous avez des propos extrêmement virulents contre le catholicisme. Vous avez aussi un certain nombre de liens entre ces idéologies qui sont souvent peu connues et qui ont pour point commun, tout simplement, eh bien, le fait qu'on veuille prioritairement mettre en avant l'idée d'une science qui pourra tout expliquer afin de combattre le christianisme. Je vous donne quelques illustrations. Un auteur allemand, à ne pas confondre avec celui que vous venez d'évoquer, Haeckel, à ne pas confondre avec Haeckel, que je vais citer maintenant, qui est un philosophe moniste, seul existe la matière, qui est darwiniste, eugéniste, bien avant que Galton invente le mot, qui considère que l'ennemi c'est l'Église, il se dit l'antipape, il est membre de Société de la libre pensée, dans le même temps il est président d'honneur de la Ligue d'hygiène raciale, il est traduit en France au début de la Troisième République par qui ? Par des socialistes et des républicains. Bon. Or, il soutient des thèses raciales, il soutient l'eugénisme. Et pourquoi ? Parce que ces thèses-là sont défendues par des socialistes républicains. Là aussi, on a aujourd'hui des visions de l'histoire de la pensée qui sont mais totalement erronées. Hein. Et pourquoi est-ce que ce sont surtout des socialistes républicains qui traduisent
ce scientifique allemand, parce qu'il voit dans les thèses évolutionnistes, je dis bien des socialistes, marxistes éventuellement, il voit dans les thèses évolutionnistes un moyen de combattre la pensée catholique, de combattre les mouvements catholiques. Donc la Troisième République naissante est soutenue par des intellectuels qui, dans le même temps, vont soutenir effectivement des thèses eugénistes, raciales, etc. Bon, les thèses eugénistes, elles sont toujours défendues en Allemagne, en Russie soviétique, jusqu'au début des années 1930, ce qui est souvent oublié. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, vous avez un très grand nombre d'intellectuels qui sont en même temps marxistes, en même temps darwinistes. Le point commun, quel est-il? C'est le déterminisme matérialiste. Mais on ne veut pas de l'idée d'un libre arbitre, on ne veut pas de l'idée d'un homme doté d'un esprit et de l'idée d'un homme doté d'une âme. C'est le point commun. C'est pour ça qu'il suffit de, je dirais à front renversé, de regarder l'adversaire pour se dire, mais finalement, quel est l'ennemi? Quelle est la solution par rapport à tout ce que vous préconisez? À chaque fois, on a le sentiment que c'est évidemment un retour au christianisme. Après toute cette étude du processus de déconstruction, je vais quand même évoquer une partie de votre ouvrage plus positive et tout à fait salutaire, où vous donnez des principes, des clés pour ordonner la société contemporaine qui est devenue, selon le mot de Marcel de Corte, une dissociété. C'est précisément le rôle du philosophe. Il y a un adage latin qui dit « sapientis est ordinari ». Le rôle du sage, c'est d'ordonner, et vous insistez beaucoup là-dessus. Et pour cela, dites-vous, il faut commencer par définir, par classer, par clarifier le sens des mots, s'accorder sur les définitions, et notamment, dites-vous, sur la définition de la loi naturelle et de la nature politique de l'homme. Alors pourquoi ces deux choses sont extrêmement importantes et est-ce que justement vous pourriez un petit peu les redéfinir pour nos auditeurs? Alors, la loi naturelle, cette expression est, je dirais, quasiment polysémique. Alors, du moins, il y a plusieurs interprétations, surtout du fait du naturalisme du 19e siècle. Puisque j'ai cité Nietzsche tout à l'heure, pour Nietzsche, le catholicisme est contre nature. C'est amusant de dire ça, contre nature. Alors que dans les débats contemporains en France, depuis le mariage pour tous, et l'idée d'évoquer une contre-nature, c'est évidemment le fait de tous les courants qui croient, qui sont créationnistes, qui considèrent qu'il y a un ordre des choses. Bon, mais quand on lit des auteurs du 19e siècle, je cite un petit débat d'ailleurs tiré d'un ouvrage de Tchekhov, un débat entre un zoologiste et un séminariste sur la notion de loi naturelle. Et les deux s'accordent pour dire, oui, loi naturelle. Elle est universelle, oui, elle est universelle. Mais le contenu n'a strictement rien à voir. D'un côté, c'est l'idée d'une lutte pour la vie, les plus forts subsistent, les faibles disparaissent. Entre parenthèses, le marxisme est exactement dans cette logique-là. Simplement, d'un côté, on a une histoire fondée sur la nature, de l'autre, c'est l'idée d'une loi naturelle au sens biologique, et de l'autre, c'est une loi historique. Mais dans les deux cas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une lutte pour la vie, nous avons un combat combat entre les forts et les faibles. Voilà. Et donc, c'est ce que défend le zoologiste en disant que par humanité, il faut se débarrasser des individus faibles. Tchekhov, évidemment, connaît parfaitement les débats de son temps. Il a écrit ça dans les années 1890, je crois. Le naturalisme du 19e siècle définit la nature d'une chose par la manière dont elle fonctionne. C'est tout à fait différent. Donc c'est pour ça qu'il faut restaurer le sens exact du mot nature et puis réexpliquer le sens d'une nature humaine. Et que si une nature humaine, il y a peut-être un code de conduite de cette nature, d'où l'idée de loi naturelle qui va là pour l'homme. Quant à la nature politique, il ne faut jamais tomber sous prétexte que les choses vont mal, dans le travers fidéiste ou du rejet du politique. Le politique, c'est le mal. Mais c'est faux, c'est pas parce qu'un gouvernement est mauvais que pour autant il ne faut pas de gouvernement.
C'est pas parce que des parents ne font pas bien leur travail que pour autant il ne faut pas de parents, etc. etc. Bon, donc c'est ce qu'il faut également admettre pour le politique. Nous sommes des êtres par nature politiques. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes non seulement des êtres sociaux, mais politiques. Qui dit politique, ça veut dire qu'il y a la politique est architectonique, elle suppose une organisation, elle suppose des pouvoirs. L'idée du pouvoir est donc bonne, le pouvoir est bon. Il peut être mal employé, bien sûr, mais en tant que tel, l'existence d'un pouvoir est une chose bonne et nécessaire. C'est important d'avoir ça en tête, pas se dire je rejette tout, vive la révolution, le point levé, à bas tous les gouvernants que nous avons aujourd'hui, et on casse tout. C'est pas si simple que ça. Hein. Le pouvoir est bon. Et il n'y a rien de pire que le chaos. Quand on est dans le chaos, en sortir du chaos, il suffit de lire tous les auteurs qui ont écrit là-dessus, c'est compliqué. Hein. Voilà, donc bien percevoir que nous avons une nature politique, et c'est que c'est par notre, justement, c'est ce qui donne aussi tout son sens au combat politique, c'est que dans l'intérêt du plus grand nombre, il faut que cet ordre politique soit équilibré, sain, harmonieux, pour permettre à chacun de développer au mieux ses capacités et pratiquer les vertus. Et vous parlez d'une notion que vous appelez notion d'ordre de participation, qui permettrait justement d'avoir une réflexion politique saine, articulant d'un côté un ordre naturel donné, mais aussi de l'autre l'action volontaire et libre de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette notion d'ordre de participation ? Alors, nous sommes trop marqués par les visions politiques modernes qui envisagent des systèmes. Nous ne défendons pas, enfin quand je dis nous, la pensée classique fondée sur le réalisme philosophique ne défend pas un système. Il n'y a pas de système absolu, il n'y a pas une sorte de schéma qu'on peut appliquer partout et toujours, c'est faux. Défendre l'idée d'un ordre des choses, dire qu'il y a un ordre des choses qui s'impose aux volontés, ne veut pas dire que les volontés n'ont pas à intervenir. Voilà. C'est simplement, les volontés vont agir dans le cadre de cet ordre. Je donne un exemple, puisque j'ai évoqué la loi naturelle. La loi naturelle dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Bon, c'est bien, mais c'est pas ça qui va dire comment concrètement on protège la propriété, comment on évite les vols, et puis comment on protège la vie d'autrui, des citoyens dans une société. Il faut par conséquent préciser en matière de vol les diverses modalités du vol. C'est le rôle des juristes. Il faut mettre en place des procédures pour savoir comment on va apprécier, juger, etc. Et puis la société évolue, la valeur de certains biens peut changer à travers l'histoire. Je donne souvent cet exemple à mes étudiants. À la fin du XVIIe siècle, voler une vache ou un bœuf pouvait être condamné à des peines allant jusqu'à la peine de mort. Alors, pour nous, aujourd'hui, ça paraît très... Alors, mettons de côté la peine de mort, considérons qu'on applique la peine la plus élevée. Ce serait un non-sens. Pourquoi ? Parce que la valeur économique de la vache ou du cheval n'est pas, ou du bœuf, beaucoup changé en 3 siècles et demi. Oui. Pourtant, ça reste une vache, et ça reste un bœuf, et ça reste un vol. Vous voyez ? Donc, on a la loi naturelle, mais la loi naturelle a toujours besoin de l'intervention humaine. C'est pour ça que j'ai utilisé l'expression ordre de participation. Je pense que de purs thomistes pourront peut-être estimer que ce n'est pas tout à fait juste, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, je n'en sais rien, c'est une querelle de spécialistes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une loi éternelle, il y a la loi divine, il y a la loi naturelle, et chacune participe de la précédente. Il y a, pour le politique, il y a aussi la loi humaine, tout simplement. Il y a l'action humaine. Il y a l'exercice de cette liberté. L'homme est doué de liberté, il a une raison. Mais c'est pour qu'il s'en serve. C'est pour ça que quand on dit que le politique résulte de notre nature, ça ne veut pas dire que le politique est figé, que les lois sont fixées par avance. Le politique relève de notre nature, mais
l'ordre politique est aussi une œuvre de raison. C'est pas du tout incompatible. Les deux sont liés, hein, profondément liés. Alors, de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que qui dit ordre naturel ne signifie pas qu'il s'agit de plaquer un système. Pas de système à plaquer. Il y a une réflexion convenable sur la manière d'appréhender le réel. Là, ça c'est certain, c'est capital. Et pour savoir justement, pour savoir comment agir dans l'instant. La vertu de prudence. La vertu de prudence, exactement. Le terme est adéquat. On parle de prudence politique, oui, tout à fait. Je vais conclure en vous citant. Si la pensée précède toujours l'action, dites-vous, les idées n'exercent cependant aucune influence tant qu'elles restent enfermées dans un livre que personne ne consulte. Alors pour terminer, je vais simplement former le vœu que tous nos auditeurs consultent votre livre, et non seulement le consultent, mais le lisent de manière approfondie, et ainsi que tous les autres ouvrages de la collection Critères. Donc je rappelle que vous dirigez aux éditions Aura Decima. On mettra le lien en description pour nos auditeurs afin que vous puissiez aller acquérir ces ouvrages et surtout, encore une fois, les lire. Rien ne remplace la lecture et le face-à-face solitaire avec un ouvrage. Merci beaucoup, Joël Merci Lebert. à vous. Merci pour votre venue dans Penser la politique. Je termine en demandant à nos auditeurs de s'abonner à la chaîne, de liker, de commenter, c'est très important pour le référencement. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis pour les embarquer avec nous dans l'aventure intellectuelle de Vox et la diffusion de la philosophie classique et réaliste. Merci encore.